Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on va parler d'une voiture qui a été connue pour avoir révolutionné la sécurité à son époque, mais qui est aussi connue pour son cold start digne d'une Ferrari F12. La Mercedes-Benz W123. Alors dans les années 70, toutes les personnes haut placées, les présidents, les grands dictateurs comme Tito, ou les grands chefs d'entreprise, les grandes stars comme Elvis Presley, roulaient beaucoup en Mercedes 600, qui était en fait la voiture par défaut du président, et bah c'est un peu toujours comme ça qu'on la voit aujourd'hui. Mais du coup, la classe mondaine voulait quelque chose d'un peu plus simple, quelque chose de plus compact, mais qui restait quand même dans l'âme de Mercedes, et du coup la W123 est née. Alors elle a fait du rallye, pas en groupe B, calmez-vous, mais en groupe 2, qui étaient des compétitions en fait sur des rallyes de longue durée et où la fiabilité et la solidité étaient plus importantes que la vitesse pure. Donc le but c'était peut-être d'aller un peu moins vite, mais sur plus de distance. Et bah figurez-vous qu'au rallye de l'Afrique en 1978, en roulant dans de la terre et de la boue pendant 4700 km, les Mercedes sont arrivées première et deuxième. Donc c'est assez violent quand même. Et en sachant que l'année précédente, elles avaient déjà fait la course qui reliait Londres et Sydney, donc ça fait 30 000 km sur 3 continents, et qu'elles avaient terminé la course, on peut dire qu'elles sont un peu solides et qu'elles l'ont prouvé. Du coup maintenant je vous propose de passer à la voiture. Alors du coup, ici on est sur la 240D W123, c'est le premier facelift, donc c'est la phase 2. Donc en fait c'est la voiture de mes parents, c'est pour ça que je vous la présente, parce que j'ai pas non plus énormément d'argent. Et où on la reconnaît principalement, c'est à son moteur, parce que de base elle avait un 65 chevaux, et celle-ci, en 1979, elle est passée à 72 chevaux. Donc c'est une progression assez fulgurante. Du coup, on retrouve ce qu'on avait de typique sur les Mercedes à l'époque, c'est ce mignon logo ici, qui ressort de la calandre en fait. Et c'est plutôt cool d'avoir ça. On a les phares ronds ici comme ça, avec des stries au milieu. Les phares ronds, c'était typique des 4 cylindres à l'époque. Après Mercedes, on fait une petite subtilité. C'est que tu avais les phares ronds sur tous les 4 cylindres, mais en fait, il y avait aussi un 6 cylindres qui était la 250, qui avait aussi les phares ronds. Donc voilà, ils font un peu chier Mercedes. Et en 1983, en fait, elles sont toutes passées au phare carré. Ça marche que pour les anciennes versions, en fait, les premières versions et les deuxièmes. Alors du coup, ici, on retrouve un petit détail qui est plutôt sympa, c'est que la couleur des enjoliveurs était la même que la couleur du capot. Et ça, c'était présent sur tous les modèles à l'époque, et c'était plutôt cool. Et en plus, l'enjoliveur est plutôt petit. Du coup, si vous êtes un mauvais conducteur et que vous frottez les trottoirs, bah vous frotterez juste le pneu en fait. Du coup, c'est un peu plus cool. Et là-dessous, en fait, on a des freins à tambour. Donc les freins à tambour, c'est quoi? Dans la roue, on a un tambour qui tourne, en même temps que la roue, bien sûr. Et il y a des lamelles à l'intérieur de ce tambour. Et quand on freine, en fait, les lamelles, elles vont s'écarter. Et ça va créer une friction et ça va freiner la roue. Alors du coup, derrière, on retrouve ces phares un peu mythiques de ces Mercedes de l'époque. C'est-à-dire que c'était des phares faits en stries, comme ça. 3 stries. Ils étaient faits comme ça pour que tout ce qui est les fluides, donc l'eau et les saletés, aillent s'insérer en fait à l'intérieur des stries. Et du coup que ça rendait le phare peu facilement salissable. Mais en fait finalement c'était surtout un aspect marketing, ça marche pas si bien que ça. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, en fait la plupart des voitures elles n'ont pas ces phares en fait. Pour ce qui est de la capacité du coffre, on peut aisément déposer nos potes d'une taille plus basse que la moyenne, un pneu de taille conventionnelle, une demi-trottinette freestyle, ainsi qu'un Ricola. À préciser qu'il n'y a aucun froid accord sur cette scène. Alors, du coup, à l'intérieur, ce qu'on voit direct parce qu'on se le prend dans les jambes, c'est cet énorme volant qui est genre vraiment très grand. En fait à l'époque il était grand juste pour que ça soit plus classe. Et on pourrait se dire en fait que ça empêche forcément de faire des manœuvres en fait, ou des corrections de trajectoire, parce que c'est un grand volant. Mais en fait, ils ont mis des genres de petits grains sur le volant. Et en fait, on a les mains assez collées au volant, ça grippe pas mal quand même. Alors je vous rassure, dans cette voiture, il n'y a rien qui nous rappelle qu'elle a fait du rallye. Genre vraiment rien. Genre c'est pas là que vous allez la trouver. Et en plus, cette voiture, elle a des petites spécificités. C'est qu'en fait, celle-ci, ce modèle-là, le propriétaire l'avait acheté sans aucune option. C'est-à-dire que par exemple, on le voit direct ici, il manque 3 boutons, mais Mercedes, ils ont quand même mis la découpe. C'est un peu pour te dire, chez, tu n'as pas l'option, tu vois ce que je veux dire? Et par exemple, ici, il y avait un bouton qui permettait en fait de changer le klaxon. On pouvait avoir un klaxon
assez normal, je sais pas s'il marche là. Il y avait un klaxon normal, c'était un cliquetis comme ça aussi. Et si on le mettait vers le haut, en fait on pouvait avoir un klaxon qui était très aigu. Et c'était plutôt rigolo en fait. Et sinon, pour continuer le fait qu'elle n'est pas optionnée, on a les vitres qui sont manuelles. Les portes qui sont pas en cuir, mais c'est du simili-cuir. Alors finalement c'est quand même très joli. Et du coup là sur le compteur, bah en fait on n'a pas de compte-tour. Genre j'ai une horloge à la place. Parce qu'en fait le compte-tour à l'époque était en option. C'est-à-dire qu'en fait cette voiture tu dois la conduire à l'oreille. Tu peux pas te référer à quelque chose qui est sur le tableau de bord pour changer tes vitesses en fait. Et ça c'était vraiment années 80. On avait aussi l'ABS qui est en option. Et du coup celle-ci ne l'a pas. Voilà. Alors du coup cette voiture, l'argument principal d'achat, c'était qu'en fait elle était très sécuritaire. C'était une des premières voitures qui avait des zones de déformation lors de crash. Et en fait ces zones de déformation étaient à l'avant et à l'arrière. Ça permettait en fait de réduire l'impact, de l'amortir. En plus, autour de l'habitacle, on avait une zone qui était super rigide et du coup qui était censée être indéformable. Mais bon, rien n'est franchement indéformable. Si tu prends un mur à 160, elle va se déformer, t'inquiète pas, mais voilà. Et du coup, ouais, c'était vendu comme très sécuritaire, mais l'airbag restait en option. Donc ça, c'est encore une fois un peu du foutage de gueule de Mercedes. Mais bon, à l'époque, c'était aussi une voiture qui était une des premières à avoir l'airbag et ses zones de déformation. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis en option en fait. Alors par contre, du coup, le siège est vraiment ultra confortable. Genre vraiment, on est sur un canapé. Et la position de conduite, en fait, elle est ultra agréable. Genre on a les pédales qui viennent direct sous les pieds en fait. Donc c'est vachement cool comme ça. Et ouais, en fait aussi, un truc notable sur ces phases 2 de la W123, c'est qu'en fait, sur le volant, on perd les stries sur les côtés. Donc en fait ici, sur la version précédente, en fait on avait des genres de stries qui venaient comme ça. Puis ils ont enlevé ça, ça donne un volant un peu plus épuré et un peu plus simple aussi. Alors du coup pour ouvrir ce capot, on a une petite languette ici qu'on tire. Et après juste on monte le capot comme ça. Donc ici on est sur un 2,4 litres diesel. Et du coup en fait c'est un 2,4 litres comme 240. En fait le nom du modèle reprend en fait la cylindrée du moteur. Et en fait du coup à l'époque ça marchait. Et aujourd'hui ça marche plus. En fait aujourd'hui un C220D c'est un 2 litres. Un C63 SE Performance c'est un 2 litres. Un C43 MG c'est aussi un 2 litres. Donc en fait aujourd'hui ça marche plus. C'est comment? C'est triste? C'est triste. Alors du coup il y a une spécificité en fait sur cette voiture quand on la démarre. C'est que en fait les moteurs diesel à l'époque, contrairement aux moteurs essence, ils n'ont pas de bougie sur les cylindres. Du coup l'explosion elle peut pas se faire directement. Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis des résistances sur chaque cylindre. Et quand je tourne la clé comme ça, on a la lumière orange qui s'allume là. Et en fait le temps qu'elle s'allume, elle va aller chauffer ces résistances pour qu'après le mélange air essence soit assez chaud pour exploser en fait. Et du coup quand la lumière elle s'éteint, et là je peux démarrer parce que c'est assez chaud. Alors ouais du coup on va partir. Et petite astuce pour le frein à main, en fait il n'y a pas de frein à main ici en fait. Il est directement tout à gauche des pédales. Et donc en fait c'est un frein à pied. Toutes les Mercedes étaient équipées de ça à l'époque. Et aujourd'hui encore je suis pas sûr. Le premier truc qu'on peut ressentir quand on la roule en fait c'est que déjà avec mes bras j'ai assez d'espace. Et en fait on est direct dans une atmosphère qui est assez années 80. Du style en fait je vois beaucoup autour de moi, j'ai beaucoup d'espace. Et derrière aussi. Et t'entends le moteur, la transmission et la boîte de vitesse. Et en fait ça rend. Tu les entends en fait et tu les sens au travers des pédales et de la direction. Et en fait ça rend la voiture super cool à conduire directement. Là il y a un connard derrière moi. Oh c'est un L. Putain je me fais doubler par un L. Aussi un truc assez intéressant sur cette voiture, c'est que en fait la direction, à la fois on peut sentir un peu les aspérités de la route. Donc ce qu'il y a sur la route je l'ai retransmis dans le volant. Mais à la fois en fait la direction est très floue. On a une zone morte dans la direction quand le volant est droit. Et en fait du coup en ligne droite je peux bouger le volant comme ça et je vais tout droit. Genre ma direction ne change pas. Et ça c'est un truc très typique de ces voitures. Et bon, c'est pas forcément agréable les premières fois qu'on la conduit. Mais en fait après ça donne un charme en fait à la voiture. Et ça c'est vraiment cool. Ce qui est aussi d'un peu marrant c'est que il n'y a pas grand chose qui est insonorisé. En fait j'entends tout. J'entends le moteur, j'entends la boîte. La transmission un peu moins, mais je l'entends quand même.
avec ça et le fait qu'on ressent la route et le moteur à travers les pédales, on n'a pas spécialement besoin de rouler vite pour se faire kiffer en fait. On peut rouler lentement et se faire plaisir. Et de toute façon, on n'a pas le choix de rouler lentement parce que cette voiture avec 72 chevaux et 1450 kg, c'est un peu complexe de rouler vite. On peut pas. Genre là, je suis en montée, je suis en 3ème à 50, je vais mettre la 2ème. Et là, je suis à fond, j'arrive à 50, 60, et le moteur gueule. Et la boîte de vitesse craque. Et en fait, la montée est même pas si grande. Mais la voiture, elle galère vraiment. Et en même temps, en fait, avec 72 chevaux et 1450 kg, on peut pas faire grand chose en fait. Alors niveau consommation, cette voiture, elle est plutôt bien classée parce qu'elle consomme 10 litres au 100. C'est sans bombarder, hein. Elle consomme 10 litres au 100. Alors que c'est un diesel. Bon, évidemment, je dis ça aujourd'hui parce qu'on est habitué, par exemple, au diesel de la C220D de notre époque, qui elle a 130 chevaux, donc 120 de plus. Et elle consomme en fait 2 fois moins, elle consomme 5 litres au 100. Donc c'est clair que les comparer les deux, c'est un peu dérisoire parce que nous, à cette époque, il n'y avait pas les turbos, puis il n'y avait pas autant d'études sur le diesel. Le diesel, il a une chier évolué depuis. Mais voilà, pour vous donner une comparaison. Alors cette voiture, malgré sa puissance inexistante, elle a quand même un peu de couple finalement, dû au diesel en fait. Alors ça n'a pas arraché un arbre, mais on a quand même un petit treuil derrière. Donc en fait on peut quand même tirer des choses. Bon, je sais pas jusqu'à quel poids, mais je suppose pas très grand. Mais en fait c'est plus coupleux que c'est puissant. Aussi, ce qu'il faut se gaffer au début, c'est qu'en fait elle n'est pas forcément large, c'est pas forcément une voiture large. Mais le capot à l'avant en fait il est très long. Donc si tu passes dans des endroits serrés, faut un peu te gaffer quoi, parce qu'il est vraiment long. Cette voiture était aussi en fait giga connue à l'époque parce qu'en fait elle est super fiable. Genre on a vu plein de fois en fait des W123 comme celle-ci atteindre les 1 million de kilomètres. Puis en général c'était des taxis en fait allemands. Et en fait ça prouve avec de l'entretien. Cette voiture, celle-ci par exemple, elle a 90 000. En fait elle vient d'être rodée basiquement. On peut faire tellement de kilomètres, c'est tellement solide ces trucs, c'est vraiment assez incroyable. Alors en fait, ce qui est marrant aussi quand on conduit cette voiture, c'est qu'en fait, si nos vitesses on les passe un peu mal, c'est-à-dire que quand on l'a passée, on retombe un peu trop bas dans les tours, en fait, elle se met à tituber en avant, en arrière, elle se met à faire des à-coups vers l'avant, vers l'arrière. Et je suis pas mécano, mais c'est sûrement pas très bon pour le moteur. Là, par exemple, je vais essayer. Genre là par exemple justement ça a fait cet effet avant-arrière, alors que j'ai pas du tout fait ça avec les gaz en fait, j'ai fait ça tout seul. Et c'est assez marrant en fait sur cette voiture parce que du coup faut apprendre un peu à la conduire pour éviter que ça fasse ce genre de choses. Et alors niveau suspension, donc en fait on a quelque chose qui est super confortable. Genre là depuis avant on est sur des routes assez bosselées. Et en fait on sent pas trop qu'il y a des bosses où on les sent, mais en fait c'est très confortable, c'est très adoucissant en fait. On a l'impression de rouler un peu sur une boule de gomme. C'est plutôt agréable. Mais par contre, niveau de tenue de route, ça change un peu la donne. Parce que en fait, quand on tourne normalement sans vraiment aller vite, on a la suspension, en fait, elle reste assez ferme. On penche pas trop. Mais dès qu'on met un peu de vitesse dans le virage, on a la voiture qui s'affaisse d'un côté. Et en fait, on a vraiment l'impression qu'on va venir toucher le sol. Et du coup, en fait, c'est assez désagréable parce que de 1, ça donne pas envie d'envoyer. Même si sur les tests automobiles à l'époque, ils envoyaient ça comme ça, ils n'en avaient rien à faire. Et en plus, en fait, ça donne l'impression qu'en fait, la voiture est super lourde. Alors qu'elle fait que 1450 kg. Parce qu'en fait, on a tout le poids qui vient d'une extrémité à l'autre. Et en fait, ça donne l'impression que c'est comme si on était en train d'emmener 2 tonnes à chaque virage. Alors qu'en fait, elle fait que 1450. Là, ça penche. Vas-y, pas fort dans celui-là. On sent un léger traumatisme. Effectivement. Alors, niveau prix, à l'époque, cette voiture, on l'a trouvée à 50 000 francs, 50 000 euros. Et puis, dans les années 2000, donc à peu près quand mon père l'a acheté, ça valait du style vraiment rien. Du style, il l'a eu 4000 balles, alors qu'elle est en super bon état. On a juste le toit ici qui se balade un peu. En fait, c'était un problème aussi qu'il y avait sur ces voitures à l'époque, c'est qu'en fait, le ciel du toit, il tombe, il s'affaisse, il reste pas collé en fait. Mais malgré ça, il l'a eu pour 4000, 4500 francs. Et aujourd'hui, cette voiture, elle vaut en bon état et peu kilométrée, ça vaut entre 15 et 20 000 francs.
Donc ça a un peu coté. Mais le problème c'est que c'est un diesel. Alors du coup en fait vu que c'est un diesel et que les diesels sont progressivement voués à disparaître, bah, en fait ce truc il va bientôt plus se vendre parce qu'en fait juste on pourra plus le rouler. Et d'ailleurs celle-ci elle a galéré à avoir le contrôle anti-pollution alors que c'est une old-timer. Donc en fait les gens vont plus se tourner automatiquement vers les versions essence. Alors que les diesels en vrai elles sont super cool. Alors c'est une voiture en fait qui quand même se voulait une gamme en dessous de la classe S en fait. C'était une voiture un peu plus pour la classe moyenne. Alors la classe moyenne élevée parce que à l'époque fallait quand même dépenser 50 000 francs à peu près pour en avoir une. Et en fait du coup ça s'est ressenti assez aux ventes parce que la W123 en elle-même avec tous ses modèles confondus s'est vendue à peu près 2 700 000 exemplaires. Et juste celle-ci, sur toutes les années, elle a été vendue à 500 000 exemplaires. Donc pour ceux qui se posent la question, 500 000 c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup 500 000 pour une voiture. Surtout à cette époque. Et ouais en fait les gens adoraient ça. Puis maintenant il y en a encore plein qui roulent et plein qui ont le million de kilomètres. C'est aberrant, frérot. Alors il y a un truc marrant aussi à basse vitesse, c'est que le compteur il fait un peu sa vie. Tu sais que t'es à peu près entre 20 et 40 km/h. Tu sais pas exactement à quelle vitesse t'es. Et en fait plus t'accélères, plus rectifie. Voilà, au bout d'un moment c'est bon. Mais c'est très marrant en fait. Et en plus, une autre anecdote sur ce compteur, c'est qu'en fait il a pas de lumière. C'est con ça, aujourd'hui on n'y pense pas. Mais ça veut dire que la nuit tu peux pas voir, si t'es tout seul, tu peux pas voir à quelle vitesse tu vas. T'es obligé d'avoir un passager qui te fait de la lumière. Sinon tu ne peux vraiment pas voir à quelle vitesse tu vas. Et ça vraiment aujourd'hui on n'y pense plus. Mais à l'époque c'était normal. Et c'est un peu marrant quand même, mais un peu dangereux, mais un peu marrant. Petite anecdote un peu sympa, c'est que sur le compteur, on a une zone orange entre 50 et 60. Et ça en fait c'était pour rappeler à l'époque aux gens que en ville, en Allemagne, dans les villes d'Allemagne, c'était en général limité entre 50 et 60. Donc c'était pour un petit rappel visuel comme ça. Et aussi sur ce compteur, on a des barres oranges. Donc on a par exemple là on a une barre orange à 48 km/h. Ensuite on en a 2 à 80. Et 3 autour des 135-140. Et en fait ces barres ça veut dire que c'est jusqu'où le rapport peut aller. Par exemple j'ai une barre à 48 km/h, c'est à dire que la première peut aller jusqu'à 48 km/h. Et du coup 2 barres à 80 km/h, c'est à dire que la deuxième est censée tenir jusqu'à 80 km/h. Alors je vous assure tout de suite c'est vraiment pas le cas. Parce que du coup on a 4 vitesses. Et la vitesse maximale de ce truc c'est 140 km/h. Donc jamais en troisième on est à 140. Et en fait ça ce qui est marrant c'est qu'à l'époque Mercedes, certaines fois ils n'avaient pas fait assez de pièces. Et du coup en fait certaines fois on se retrouve avec par exemple cette classe C240D. Mais le compteur en fait c'est le compteur d'une voiture essence. C'est pour ça que la première va jusqu'à 48 et la deuxième jusqu'à 80. C'est parce qu'en fait c'était un autre moteur. Mais ils avaient juste plus assez de pièces. Et du coup ils les mettaient sur les autres modèles. Mais du coup on ne peut pas se fier à ça. La deuxième ne tient jamais jusqu'à 80 et la troisième elle ne tient encore moins jusqu'à 138. Mais du coup c'est un peu marrant. Alors les freins sur cette voiture, comme je l'ai dit avant, c'est des freins à tambour. Et les freins à tambour c'est pas très efficace. Et vu que j'ai pas d'ABS, bah en fait quand tu freines c'est toi qui dois gérer pour pas bloquer les roues en fait. Là par exemple je vais freiner, je suis à 50. Et là je suis à 30. Alors que j'étais presque au fond de la pédale. Alors c'est un frein en fait qui a aucun mordant. Mais ça c'est plutôt normal des freins à tambour. Et en plus ça freine vraiment pas fort. Donc en fait heureusement que cette voiture elle va que à 140 km/h. Parce que sinon après ça serait un peu complexe de s'arrêter. Il y a les gens qui font du golf. Ah ouais. Alors du coup pour conclure en fait, c'est vraiment une voiture très cool. Genre vraiment une voiture pour cruiser. Par contre c'est la définition inverse de la puissance. Donc si vous recherchez un truc juste qui tire un peu, c'est vraiment pas pour ça qu'il faut opter. Mais si vous voulez une vieille voiture pour kiffer et pour se faire plaisir sans forcément rouler vite, ça c'est une bonne caisse. C'est vraiment une bonne caisse. Bisous. Bisous ouais, bisous la team. Abonne-toi et active la cloche si tu veux me voir conduire une Corvette ZR1. Après, je l'ai pas tout de suite là sous la main, mais abonne-toi quand même. S'il te plaît, là.